Merci Maryse et merci Thibault pour cette invitation. I apologize to the interpreters because I didn't have a text or anything to send you beforehand, so I will try to be as clear as possible so that I'm not making your life too difficult. And I thank you in advance. Je vais donc parler en français, ce qui est peut-être plus logique puisque je suis français. Et je vais parler en même temps à partir d'une à la fois double expérience, mais aussi d'un double travail sur la situation en France et aux États-Unis. Alors, vous l'aurez remarqué, pour celles et ceux d'entre nous qui s'intéressent à ces questions, l'actualité nous favorise les choses, c'est-à-dire que ces questions dont Thibault rappelait à l'instant qu'elles n'ont pas toujours été très présentes dans nos discussions sont aujourd'hui brûlantes. Alors, aux États-Unis, c'est particulièrement clair. Chaque jour amène à modifier un petit peu. Par exemple, je viens de terminer l'avant-propos pour la réédition du livre que j'ai publié l'année dernière, Misère de l'anti-intellectualisme, puisqu'il est épuisé, sans avoir jamais été recensé dans les médias. Mais ce qui m'a frappé, c'est que en fait, il fallait jusqu'au dernier moment changer des mots. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe exactement du côté de Columbia par rapport à Harvard, etc. Et c'est pas joué, bien sûr, c'est ça qui est en train de se jouer. Autrement dit, on est dans une bataille politique autour des libertés académiques, et c'est cela que nous devons penser. Alors en même temps, ça n'a pas commencé tout à fait aujourd'hui. Pour ma part, c'est un enjeu à la fois théorique et politique auquel je suis attaché depuis un certain temps. D'un point de vue théorique, en travaillant sur l'anti-intellectualisme depuis les années 90 et la controverse sur le politiquement correct, puis sur d'autres attaques dans les années 2010 contre la supposée théorie du genre, ou plus récemment contre, en France, l'intersectionnalité, aux États-Unis, la Critical Race Theory, mais aussi avec une forme d'engagement, en particulier en solidarité internationale, avec des collègues en Italie, avec des collègues au Brésil, avec des collègues en Turquie, et de plus en plus avec des collègues en France, voire aux États-Unis. Donc, ça n'est pas simplement une question théorique, c'est aussi un enjeu politique, mais c'est les deux qu'il me semble important d'essayer de penser ensemble. Y compris si on essaie de faire la comparaison entre la France et les États-Unis, ce qu'on remarque, c'est que après une sorte d'explosion d'attaques qui a commencé, en tout cas du côté gouvernemental, avec les déclarations d'Emmanuel Macron en 2020, en juin, dans le journal Le Monde, où il accusait les universitaires de casser la République en deux, et en particulier en ethnicisant la question sociale, et ensuite avec la loi sur le séparatisme, donc des déclarations qui considéraient que le monde universitaire importait des problématiques états-uniennes et donc corrompait la jeunesse. Ensuite, il y a eu toute une vague, après le wokisme et l'islamo-gauchisme et la cancel culture, il y a eu toute une vague nouvelle depuis le 7 octobre, avec l'accusation systématique d'antisémitisme qui a été portée contre les universitaires mobilisés. Que ce soit des étudiants et étudiantes ou que ce soit des professeurs. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais je voudrais souligner que ça n'est pas seulement ces pressions politiques. C'est-à-dire, ça n'est pas seulement une logique d'autoritarisme plus ou moins affichée qui est en jeu. Ce sont aussi des politiques néolibérales. Les politiques néolibérales, ça se traduit par exemple en France par l'importance d'une instance d'évaluation qui s'appelle le HCERS, qui récemment a beaucoup fait parler d'elle parce qu'on s'est aperçu que cette instance supposément autonome, qui supposément reposait sur le jugement des pairs, eh bien en réalité, ces évaluations, elles étaient révisées à l'insu même des évaluateurs, à la baisse, pour donner des avis défavorables à des programmes qui étaient donc susceptibles d'être sommés de fermer, des licences ou des masters, et en particulier dans des disciplines qui justement sont celles qui sont d'habitude visées, c'est-à-dire la philosophie et les sciences sociales. Autrement dit, et ça fait partie de mon argument, je crois qu'il est important de ne pas autonomiser ce qu'on pourrait appeler la logique néofasciste par rapport à ce qu'on pourrait appeler également la logique néolibérale. Non pas qu'elles se confondent nécessairement, mais qu'elles peuvent converger.
Cela concerne en particulier les savoirs critiques. Les savoirs critiques, du point de vue du néofascisme, ils sont dangereux. Il faut donc les supprimer. Du point de vue néolibéral, les savoirs critiques, ils sont inutiles. Il faut donc les réduire. On comprend que les alliances entre ces deux logiques soient assez faciles à obtenir, parce que le résultat est le même. L'important, c'est qu'il n'y ait plus des gens dont le travail est à la fois inutile et dangereux, mais en tout cas dont on ne veut pas. Ce contexte politique, je crois qu'il est important de le garder en tête pour essayer de définir de quoi on parle. Et c'est ce que je voudrais essayer de faire maintenant. Alors, juste un élément, à la première personne, mon intérêt sur ces questions, d'une part, il remonte assez loin, mais aussi, en fait, on a organisé en 2021, avec Caroline Ibos, ma collègue, on a organisé un colloque qui a donné lieu à une publication sur un e-book gratuit, Défense et illustration des libertés académiques, qui est toujours sur le site de Mediapart, mais donc en accès gratuit pour des personnes que ça intéresserait. L'intérêt, c'était d'avoir un travail collectif. Et je crois que, précisément dans ces attaques contre le monde universitaire, la nature collective de notre réflexion et de notre engagement, les deux étant indissociables aujourd'hui, c'est quelque chose que nous avons intérêt à penser et à mettre en avant. Et puis, l'année dernière, donc j'ai effectivement publié 2 livres, l'un en anglais, l'autre en français, avec anti-intellectualisme dans le titre, plus un article sur les libertés académiques dans la revue des droits de l'homme. Pourquoi ? Parce qu'il y a une urgence. Et il y a une urgence que, je crois, nous percevons depuis quelques années. Donc effectivement, pendant longtemps, cette question, elle n'a quasiment pas existé en France et en français. Il y a très peu de travaux qui peuvent véritablement servir de base, alors qu'aux États-Unis, depuis au moins les années 90, il y a eu un renouveau de réflexion sur academic freedom. Donc je crois que le changement de contexte nous a obligés à repenser, et je remarquais sur la fiche qu'un des enjeux, c'est de savoir est-ce qu'on parle de liberté d'expression ou est-ce qu'on parle de liberté académique. Bien sûr, on parle des deux, mais est-ce que les deux termes sont synonymes ou est-ce qu'on a intérêt à creuser la différence entre les deux ? Et ce que je vais faire, c'est appuyer sur cette différence pour essayer d'en faire un instrument de réflexion sur la situation politique actuelle. Donc ce sera la première chose que je voudrais essayer de développer, en rappelant d'abord que quand on parle de liberté académique, ce terme en français n'est intervenu dans le droit qu'en 2020 avec la LPR, puisque jusqu'alors, on avait une référence à l'indépendance des enseignants-chercheurs, qui venait d'une loi de 84 qui avait été confirmée par le Conseil constitutionnel, mais c'était l'indépendance des enseignants-chercheurs, mais l'expression même de liberté académique, elle est entrée dans le droit avec la LPR, la loi de programmation de la recherche. Ce qui est paradoxal, puisque, pour l'essentiel, c'est une loi qui vise à réduire la liberté académique. Non pas, bien sûr, au nom d'un contrôle de la pensée, mais au nom d'une rationalisation néolibérale. Et c'est ce qui explique qu'il y a eu beaucoup de mobilisation. Il y a eu aussi, bien sûr, des disputes avec des amendements pour savoir si on allait subordonner la liberté académique au fait de respecter les valeurs de la République. Et d'un côté, il est assez difficile de dire qu'on ne veut pas respecter les valeurs de la République, mais d'un autre côté, l'enjeu, c'est de savoir qui définit les valeurs de la République et qui va dire que je les ai respectées ou pas. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, en critiquant le président de la République, je m'expose à n'avoir pas respecté les valeurs de la République? Je le dis à la première personne aussi. Donc, la différence entre la liberté d'expression et la liberté académique, je crois qu'elle est très importante à penser aujourd'hui parce que la liberté d'expression est devenue un argument conservateur contre les libertés académiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, depuis des années, on entend parler de cancel culture, de culture de l'annulation, qu'on entend parler de wokisme, qu'on entend parler de macartisme de gauche. Et donc, en réalité, ce qu'on nous explique, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une véritable liberté d'expression à l'université. C'est ça l'argument conservateur. Vous voyez, par exemple, les injonctions de la présidence Trump contre l'université Harvard qui les a rejetées. Eh bien, un des éléments, c'était d'imposer la diversité des points de vue dans l'enseignement. Autrement dit, ça voudrait dire qu'il faudrait des gens qui revendiquent le fait que l'esclavage était une bonne chose, d'autres qui vont dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique,
d'autres qui vont dire que la Terre est plate, ou bien le créationnisme, c'est-à-dire le fait que la Terre a été créée en 7 jours, etc. C'est ça la diversité des points de vue. Ça veut dire que sur le marché des idées, tout se vaut. Cette conception, elle a une longue histoire, et effectivement, elle correspond à la liberté d'expression. Parce que la liberté d'expression, telle que je vais la définir, c'est la liberté de tout dire, premièrement. Deuxièmement, dans les limites de la loi, qui sont variables d'un pays à l'autre. Par exemple, en France, l'expression raciste ou sexiste ou homophobe est beaucoup plus limitée par la loi qu'elle ne l'est aux États-Unis. Donc, dans les limites de la loi, mais en même temps, ça peut vouloir dire n'importe quoi. Dire n'importe quoi, c'est les quelques exemples que je viens de prendre. Et je ferai une différence avec la liberté académique, ou plutôt, et je l'expliquerai après, les libertés académiques. Les libertés académiques, c'est le droit de tout dire, donc c'est la même chose. Dans les limites de la loi, c'est la même chose, mais à condition de ne pas dire n'importe quoi. C'est-à-dire que, en un sens, bien entendu, comme peut-être vous le savez, il arrive que des universitaires disent n'importe quoi. Je ne pense pas qu'il y en ait bien sûr dans cette salle, et je ne pense pas qu'il y en ait plus généralement à Montréal, mais en France, je peux vous dire qu'on en connaît. Et donc, en fait, on pourrait se dire, donc cette définition qui prétend que les universitaires pourraient tout dire, mais pas n'importe quoi, eh bien, c'est un idéal. Ben oui, c'est un idéal. Et cet idéal, il a une réalité, parce que, en fait, nous dépendons du jugement des pairs. C'est-à-dire que nous avons besoin d'une légitimité dans le monde universitaire. Nous avons besoin que nos collègues, dans la mesure du possible, ne pensent pas, ou ne pensent pas trop souvent, ou ne disent pas trop, que nous racontons n'importe quoi. Donc en particulier, nous n'avons pas intérêt à être pris en défaut. Par exemple, à donner des informations fausses. Nous n'avons pas intérêt à avoir des raisonnements incohérents. Cela nous arrive tout le temps, mais nous avons intérêt collectivement parce qu'il y a le contrôle par les pairs qui font la légitimité relative des positions que nous pouvons avoir dans le monde universitaire. Donc cette exigence de ne pas dire n'importe quoi, c'est à la fois un idéal, mais c'est un idéal qui est contrôlé jusqu'à un certain point par la communauté scientifique. Alors il est donc, à mon sens, utile d'avoir cette distinction en tête entre tout dire, y compris n'importe quoi, et tout dire, mais pas n'importe quoi. Alors vous me direz, à ce moment-là, quel est l'intérêt de la liberté académique, puisque tout le monde a la liberté d'expression? Est-ce que ça voudrait dire que la liberté académique, eh bien, c'est la liberté d'expression, mais en plus réduit, puisqu'on n'est pas censé dire n'importe quoi? Et c'est là, je crois, qu'il est important de bien voir que la liberté d'expression, par exemple aux États-Unis, c'est un grand juriste qui l'avait expliqué à un moment, un policier. Il est tout à fait libre de dire ce qu'il veut, mais il n'est pas libre constitutionnellement d'être policier. Autrement dit, on peut le virer. C'est un élément important, c'est-à-dire que la liberté d'expression veut dire qu'on ne sera pas poursuivi en justice. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas des conséquences, et des conséquences professionnelles. Et c'est là qu'on voit un élément très important dans la définition des libertés académiques, eh bien c'est le fait que, normalement, on ne peut pas être renvoyé en raison de ses opinions. Quand je dis normalement, nous savons bien que nous ne sommes pas exactement dans un monde normal. Je prendrai un exemple, c'est une juriste très estimable, Catherine Franke, à Columbia, qui certes n'a pas été à proprement parler chassée de son poste, mais qui a été poussée à prendre sa retraite sur une accusation que je ne développerai pas, mais qui est extrêmement discutable, pour le dire gentiment. Ça veut dire que, au fond, on retrouve la question du macartisme en ce moment. Le macartisme, c'était précisément le fait de restreindre les libertés, y compris la liberté académique. Donc il y a eu une réflexion à partir de cette histoire sur ce qu'était la liberté académique. Alors, ce que je voudrais maintenant préciser, et c'est un élément qui, à mes yeux, est très important dans le contexte politique actuel, qui contribue à une certaine confusion sur la définition des choses,
ce que j'entends et ce que je crois nous devrions entendre par liberté académique, je me référerai au travail d'Olivier Beau qui, en 2010, c'est un juriste français, qui avait écrit sur les libertés universitaires dans la revue Commentaire, qui n'est pas particulièrement marquée à gauche, quels qu'en soient les indicateurs. Et dans cette revue, il expliquait, en substance, que les libertés universitaires, elles sont définies par rapport au pouvoir, c'est-à-dire contre le pouvoir, pour limiter l'emprise du pouvoir. Alors c'est quoi le pouvoir? Ça peut être le pouvoir politique, mais ça peut être aussi le pouvoir économique. Son point de vue a changé depuis lors, sans qu'il l'ait tout à fait déclaré comme tel, puisque dans un ouvrage plus récent, en 2020 ou 2021, il a expliqué que, oui, il y avait les pouvoirs, entre guillemets, mais il y a aussi quand même les étudiants qui menacent la liberté académique. Ce qui explique qu'il peut avoir un chapitre sur le macartisme, mais aussi un chapitre sur 1968 en France. Une des différences entre le macartisme et 68, c'est que le macartisme a coûté leur poste à beaucoup de gens, y compris dans le monde scolaire et universitaire. En revanche, 68 n'a pas fait perdre de poste à des gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est très important de garder le cap du pouvoir. C'est par rapport au pouvoir. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe en ce moment aux États-Unis? Ce sont des menaces par le pouvoir qui peuvent passer par le truchement de l'argent, des financements, ou par des menaces juridiques, judiciaires. Donc c'est du pouvoir, et entre autres du pouvoir d'État. Il est très important de ne pas faire comme si finalement le pouvoir n'avait rien à voir dans cette affaire, que c'était juste une question d'intolérance. Il y a sans doute des étudiants et étudiantes intolérants et intolérantes, mais ça ne leur donne pas le pouvoir, par exemple, de me faire perdre mon poste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr, ça peut me compliquer un peu la vie s'il y a des étudiantes et des étudiants qui m'embêtent. Oui. Mais ça n'est pas une atteinte à ma liberté académique, puisque je peux continuer de faire mon métier. Même si un cours est interrompu, eh bien, c'est pas la fin du monde. En revanche, si on perd son poste, c'est la fin du monde, en ce sens que non seulement ça affecte la personne qui perd son poste, mais toutes les autres qui sont intimidées par cette pression. Donc je crois qu'il ne faut pas mettre tout sur le même plan, et c'est un des enjeux politiques majeurs actuellement sur tous les sujets, sur le racisme par exemple, pour savoir si finalement on peut intervertir tous les éléments et se dire que tout est équivalent et que le racisme anti-blanc, c'est la même chose que le racisme. Je ne développe pas ce point, mais je crois qu'il est important de resituer ce qui se passe autour des universités dans un ensemble de controverses qui touchent en particulier aux questions dites minoritaires. Donc, distinguer la liberté académique de la liberté d'expression, et en même temps, ou les libertés académiques de la liberté d'expression, et en même temps, insister sur le pouvoir. C'est une question de pouvoir. Depuis des années, on entend parler, par exemple, avec le macartisme de gauche, de l'idée que, eh bien, aujourd'hui, on ne pourrait plus rien dire. Et quand on nous dit ça, en général, ça voudrait dire qu'on n'a plus le droit d'être raciste, ou sexiste, ou homophobe, bref, le bon vieux temps, c'est fini. Donc on parle de censure. Un élément important concernant les questions minoritaires, c'est de se rappeler que les minorités n'ont pas le pouvoir. Sinon, on n'appellerait pas ça des minorités. On appellerait ça des dirigeants. Et je crois que la censure, ça n'est pas symétrique. Je ne peux pas être censuré par mes étudiants et étudiantes. Ils peuvent tout au plus empêcher un cours. Et je crois qu'il est très important de garder en tête cet élément. Par exemple, dans son livre récent, donc Olivier Beau dit, il me consacre très gentiment quelques pages pour dire que le fait que j'ai été menacé de décapitation, eh bien, ça attentait à ma liberté académique. Non, c'est une menace, c'est violent, etc. Mais c'est pas ça qui va me faire perdre mon poste. En revanche, le fait qu'au même moment, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, parle sans nommer, mais tout de même en pointant du doigt un certain nombre de gens, de complicité intellectuelle avec le terrorisme, là, ça participe d'une politique qui peut avoir des effets, par exemple, sur les financements qu'on peut obtenir ou pas, sur la promotion dans la carrière, sur etc., etc. Donc je crois que cette distinction, il peut être important de la garder, c'est-à-dire c'est une chose d'être victime d'attaques, c'en est une autre d'être victime d'attaques par les gens qui ont le pouvoir. D'un côté, on risque la violence, de l'autre côté, on risque surtout
l'abus de pouvoir. Et ça n'est pas la même chose. Même si, bien sûr, ça peut se recouper, et si, par exemple, le discours politique, il peut alimenter le discours de violence, comme on le voit aussi aux États-Unis de manière courante. Alors, ce que je voudrais maintenant suggérer, c'est que si on veut réfléchir aux libertés académiques, il est important, pas simplement de partir de la définition telle que je vous l'ai donnée, mais de réfléchir aux conditions dans lesquelles elle peut s'exercer. C'est-à-dire, une fois qu'on a considéré que le problème auquel on est confronté dans les libertés académiques, c'est le pouvoir dans ses excès, qu'il soit économique ou qu'il soit politique, eh bien, donc, quelles sont les conditions pour qu'on puisse agir en toute indépendance? Il y a une condition qui est très importante et qui n'est pas seulement dans la loi, mais qui est, quand on repense à la fondation, au texte fondateur aux États-Unis en 1915 de l'Association des professeurs d'université américains, AAUP. C'est un texte fondateur qui coïncide avec la fondation de cette association professionnelle. C'est la même année. Et c'est un texte sur academic freedom and tenure. Donc, libertés académiques et titularisation. Pourquoi? Parce que précisément, le risque, c'est si on peut renvoyer les gens, si en quelque sorte, et c'était un des enjeux théorico-politiques à ce moment-là, c'était est-ce que les professeurs sont des employés des présidents d'université ou des personnes qui financent les universités? C'est le point de départ, c'est l'histoire de Madame Stanford. Madame Stanford qui jugeait que un professeur d'économie racontait n'importe quoi, que ça lui posait problème, et donc qui a obtenu son licenciement, et des collègues ont commencé à réfléchir, à se constituer professionnellement en organisation et à théoriser la liberté académique. Et ce qu'il suggérait, c'est qu'au fond, les professeurs sont plutôt comme des juges. Ils sont nommés, mais ça ne veut pas dire qu'ensuite on peut les révoquer. Donc la titularisation, c'est très important, et on voit là combien ça peut rejoindre des questions qui touchent au néolibéralisme aujourd'hui, c'est-à-dire la proportion croissante de personnes non titulaires dans l'enseignement supérieur. C'est le cas en France, c'est le cas aux États-Unis, je serais prêt à parier que c'est le cas ici. Donc en fait, le recul du pourcentage de titulaires, c'est aussi un recul des libertés académiques. Parce que, au fond, si vous voulez critiquer ce qui se passe dans votre université, je recommande de le faire quand vous avez un poste. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faudrait pas le faire, mais je dis simplement que la sagesse encouragerait à la prudence. Et à l'inverse, d'ailleurs, je considère que la responsabilité qui pèse sur les personnes qui, comme moi, ont le privilège d'avoir un poste est d'autant plus grande. Précisément parce que beaucoup d'autres n'ont pas cette liberté académique qui est liée au fait d'être titulaire. Je ne veux pas dire, bien sûr, que les précaires n'aient pas droit à cette protection, mais que, en pratique, leur situation est évidemment beaucoup plus vulnérable. Donc les conditions, c'est très important, ce sont des conditions économiques, et par exemple, on voit, et c'est ce qui vient de se passer en France avec les histoires donc, de la haute instance d'évaluation de l'enseignement supérieur et de la recherche, ce qu'on voit, c'est que cette institution, elle accompagne un mouvement général de bureaucratisation du travail universitaire. C'est-à-dire le fait de devoir remplir de plus en plus de dossiers pour justifier ce qu'on fait, pour éventuellement obtenir des financements, etc. Autrement dit, le temps bureaucratique, il s'est développé, et évidemment, en réduisant le temps qu'on pourrait appeler critique, c'est-à-dire le temps pas simplement de recherche, mais le temps qui est d'avoir un regard critique et un engagement critique par rapport au monde tel qu'il est, et d'abord par rapport au monde universitaire tel qu'il est. Donc c'est encore une fois une raison pour laquelle je crois qu'il est important de ne pas oublier la dimension économique, de ne pas oublier le cadre néolibéral dans lequel se déploie notre discussion sur les libertés académiques. Alors depuis tout à l'heure, je m'entête à revenir à liberté académique au pluriel et je voudrais expliquer un petit peu pourquoi.
Alors là aussi, ça ne fait pas l'unanimité, même si dans le droit français, c'est la seule occurrence au pluriel. Mais pourquoi ne pas utiliser le singulier, puisque en anglais, academic freedom, en anglais, en allemand, akademische Freiheit, donc dans les deux cas, c'est le singulier. Alors c'est le singulier pour des raisons qui tiennent à la langue, c'est-à-dire que et le mot freedom et le mot Freiheit, eh bien, ils n'ont pas de pluriel, ils sont faits pour fonctionner comme un terme générique. Alors que le mot liberté en français, eh bien, il peut fonctionner au singulier ou au pluriel. Bon, ça c'est les raisons linguistiques, mais les raisons théoriques, à mon sens, et politiques sont importantes. Si on utilise au singulier, ça veut dire que toujours et partout, la définition est la même, qu'on sait de quoi on parle, que c'est la même chose en France, aux États-Unis, en Allemagne. Donc, c'est ce que suggère, par exemple, Olivier Beau. En réalité, je crois que ça n'est pas la même chose parce qu'il y a un périmètre des libertés académiques qu'il s'agit de définir, et qui n'est pas le même selon les moments historiquement et selon les pays. Alors, je vais prendre un exemple d'abord, qui est le fait qu'en Allemagne, au début du XXe siècle, et l'Allemagne était la grande référence pour le monde universitaire, et pas seulement pour la France, mais aussi pour les États-Unis, et beaucoup des personnes qui ont commencé à réfléchir à la professionnalisation de l'université aux États-Unis, y compris dans la déclaration de 1915, le faisaient en référence à l'Allemagne. Eh bien, l'Allemagne reconnaissait une double liberté, Lehrfreiheit et Lernfreiheit, c'est-à-dire Lehr, c'est l'enseignement qu'on donne, et Lern, c'est l'enseignement qu'on reçoit. Donc, c'est les profs et les étudiants. Il se trouve qu'aujourd'hui, ni en Allemagne, ni en France, ni aux États-Unis, ni, je crois, dans la plupart des pays, la liberté des étudiants n'est comprise dans cette définition des libertés académiques. Ça pourrait se discuter, on pourrait tout à fait changer la règle, mais cette liberté-là, elle est sortie des définitions un peu partout. Donc c'est un élément, je crois, important à souligner, c'est que ça change tout. Une des questions aussi, c'est quand on parle de liberté académique, est-ce qu'on parle seulement des universitaires? Est-ce qu'on parle aussi des professeurs du secondaire? C'est un enjeu. Il y a eu, grâce, si j'ose dire, au macartisme, aux États-Unis, une ouverture dans le droit du côté des enseignants du secondaire. Il se trouve qu'en France, c'est directement lié au statut d'enseignant-chercheur. Et de même qu'aux États-Unis, c'est directement lié à la profession académique, c'est-à-dire au monde universitaire. Encore une fois, on n'est pas obligé de trouver que c'est idéal. On peut souhaiter redéfinir. On peut, à l'inverse, dire que pour les enseignants du secondaire, ce serait plutôt une liberté pédagogique, ce qui est reconnu par exemple par le droit français. Donc on peut avoir toutes ces discussions, mais il est important de voir qu'on ne dit pas toujours la même chose, on n'a pas toujours le même périmètre. Je prendrai un troisième exemple sur ce périmètre qui me paraît important. C'est celui de l'autogouvernement. L'autogouvernement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire au moins deux choses. La cooptation, c'est-à-dire qu'en France, par exemple, ce sont les professeurs qui choisissent leurs collègues. Ça n'est pas forcément le cas aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, les professeurs ont leur mot à dire, mais en dernière instance, eh bien, c'est une logique administrative, du pouvoir administratif, qui peut l'emporter. Donc c'est la cooptation, puis c'est la collégialité. La collégialité, ça veut dire que, enfin, c'est plutôt vraiment de l'autogouvernement justement, c'est-à-dire le fait que, par exemple, en France, les présidents d'université sont élus par la communauté universitaire, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Alors c'est important si on veut comprendre, par exemple, ce qui s'est passé en 2023-24 aux États-Unis sur les présidents d'université, et qui continuent aujourd'hui, bien sûr, qui ont été poussés à la démission, d'abord à Penn, puis à Harvard, puis à Columbia. Donc ces présidentes d'université qui ont été amenées à démissionner, pourquoi? Eh bien parce qu'elles dépendent d'un board de trustees ou d'administrateurs, ou etc., c'est-à-dire des gens qui ne sont pas les collègues. Donc qui sont en quelque sorte des intermédiaires entre la communauté universitaire et le monde politique et le monde financier. Donc l'indépendance des enseignants-chercheurs, elle est en partie déterminée par cette condition.
C'est ce qui explique qu'en France, malgré des auditions qui ont tenté de répéter ce qui s'était passé aux États-Unis, aucune présidente, aucun président d'université n'a été amené à démissionner. Les pressions peuvent être les mêmes, sauf que, dans un cas, eh bien, ça dépend de la communauté universitaire et non pas d'un conseil d'administration extérieur largement extra-universitaire. Le contre-exemple, jusqu'à un certain point, c'est Sciences Po. Parce que Sciences Po, le président, ou le directeur plus exactement de Sciences Po, n'est que très partiellement élu, très indirectement par la communauté universitaire. Donc ça n'est peut-être pas un hasard si les attaques post-7 octobre contre l'université en France se sont focalisées non pas, comme c'était le cas dans les années précédentes, contre des universités de banlieue telles que la mienne, Paris 8, c'est-à-dire plus populaire et avec davantage de minorités raciales, mais sur Sciences Po, c'est-à-dire une école d'élite, chère, etc. Donc ces questions de libertés académiques, nous avons intérêt à les penser dans leur contexte relativement précis, et c'est un contexte, entre autres, du fonctionnement, et ça nous permet de voir aussi combien, d'un pays à l'autre et d'un moment à l'autre, le périmètre n'est pas tout à fait le même. Il y a une autre question qui est très importante, mais qui est inégalement définie selon les pays, selon les contextes. C'est une liberté qui était déjà posée au début du XXe siècle aux États-Unis, qui est la liberté, alors en anglais, on dit extramural. Le terme porte à confusion parce qu'on pourrait penser que c'est comme extramuros en français, c'est-à-dire en latin. On pourrait penser que c'est la même chose parce que extramuros, eh bien, on se dit, c'est quand on sort de l'université. Oui, mais non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, on sort de son domaine de compétences immédiat. Alors c'est important, c'est-à-dire, est-ce qu'on est censé ne parler qu'à partir de son domaine d'expertise étroitement défini ? Quand on se rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait qu'on n'est pas censé dire n'importe quoi, on voit bien qu'il y a une sorte de tension entre deux logiques différentes. Le fait qu'on puisse parler au-delà de son domaine de compétences, mais sans dire n'importe quoi. Et c'est là que je prendrai un exemple que j'ai utilisé par ailleurs parce qu'il me paraissait clair, quelqu'un comme l'historien de l'Antiquité, Pierre Vidal-Naquet. Lorsqu'il intervient contre la torture pendant la guerre d'Algérie. Il n'intervient pas, à mon sens, en termes de liberté académique. Parce que c'est complètement en dehors de son domaine de compétences, mais au fond, il intervient en tant que citoyen. Et je m'en réjouis. Je le salue et je l'applaudis pour l'avoir fait. Mais c'est plutôt de l'ordre de la liberté d'expression. En revanche, lorsque le même Vidal-Naquet s'attaque aux négationnistes, aux Eichmann de papier, il le fait en tant qu'historien. C'est-à-dire, non pas à partir d'une compétence particulièrement reconnue sur la Deuxième Guerre mondiale, mais en revanche, en tant qu'historien qui sait comment on est censé faire de l'histoire. La limite, elle est ténue, bien sûr, mais je crois qu'on a intérêt à y réfléchir, y compris parce qu'on n'est pas forcément d'accord avec tout ce que racontent tous les universitaires. Je renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il n'est pas inouï que des universitaires disent n'importe quoi. Ça a pu être le cas, par exemple, dans le contexte du Covid. Mais ça peut être aussi le contexte actuellement dans des attaques qui sont portées en France contre le wokisme. Par exemple, quand j'entends une collègue dont le travail est tout à fait respectable dire qu'il y aurait un totalitarisme d'atmosphère, j'ai beaucoup de mal à considérer que ça relève de la liberté académique, c'est-à-dire j'ai tendance à craindre que ce ne soit n'importe quoi. Et donc, bien sûr, je respecte cette liberté d'expression, mais je ne l'appellerai pas liberté académique. Donc vous voyez, les définitions, évidemment, sont contestables sur chaque cas, qu'est-ce qui s'applique ou pas, mais on a intérêt à y réfléchir, et c'est là que la différence entre liberté d'expression et liberté académique, elle peut nous être utile pour réfléchir sur des situations bien réelles. Il y a un dernier élément, c'est ce qu'on appelle les franchises universitaires. Les franchises universitaires, et ça prolonge la question de l'autogouvernement. Alors, est-ce qu'on va dire que ça fait partie des libertés académiques ou pas? Là aussi, ça se discute, mais on voit bien que, par exemple, les franchises universitaires, c'est le droit
pour l'université, juridictionnel, c'est-à-dire de pouvoir condamner un universitaire qui a commis certaines exactions, par exemple en ce moment dans des histoires de harcèlement sexuel, etc. Mais il y a aussi un pouvoir de police, c'est-à-dire que une des libertés académiques, c'est de considérer que la police n'entre pas sur les campus, sauf si elle a été sollicitée par les présidents, présidentes d'université. On voit bien que ça s'est contesté et ça a été un des enjeux de la loi de programmation de la recherche en France en 2020. On voit que ça a été aussi un enjeu en Grèce, avec l'argument que, après tout, c'est la démocratie, donc la police peut entrer partout. C'est un usage un peu paradoxal du terme de démocratie à mon sens, mais on voit bien que l'enjeu, c'est de réduire ce qui seraient les franchises universitaires. Et il se trouve que tous ces combats, ils ont lieu au même moment. Que ce soit sur les financements, que ce soit sur la présence de la police, que ce soit sur les titularisations, avec par exemple en France le fait qu'on accorde moins de place au CNU, c'est-à-dire au Conseil national des universités, qu'on réduise donc ce contrôle par les pairs, ce qui veut dire en pratique qu'on est en train de réduire ce qui est l'autonomie du monde universitaire. Et tous les exemples que j'ai donnés depuis tout à l'heure, me semble-t-il, vont dans le même sens, c'est-à-dire que d'un côté, on a intérêt à distinguer ces différentes libertés, d'un autre côté, on a intérêt à les penser ensemble pour voir qu'elles sont toutes attaquées en même temps. Ça va des financements au refus de titularisation, etc. Alors, il y a une autre question qui se pose, c'est celle de savoir, est-ce que, si on dit que c'est le monde universitaire qui se régit lui-même, c'est-à-dire qui a une autonomie, est-ce que le monde universitaire est un monde où les rapports de pouvoir seraient absents? Alors cette question est un peu rhétorique, j'en conviens, c'est-à-dire qu'il n'aura probablement échappé à personne que le monde universitaire est traversé par des rapports de pouvoir, et donc est-ce qu'on peut s'en remettre à la légitimité des disciplines pour décider de ce qui est bien ou pas bien dans le monde universitaire? Alors pour ma part, mais bien entendu je ne suis pas le seul, mais quand on travaille sur des questions dites minoritaires, de genre, de sexualité, de race en particulier, on sait bien que la légitimité de ces domaines, elle n'est pas gagnée d'avance. Et bien entendu, les personnes qui sont elles-mêmes minoritaires pour parler de ces questions le savent doublement, par rapport à moi qui ne subis pas ce double jugement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas se fier entièrement aux disciplines pour garantir l'entière liberté universitaire. Le travail universitaire, il repose sur le fait que pour une part, ce que nous disons peut être reconnu, légitimé, mais pour une part discrédité. Est-ce que c'est toujours pour des bonnes raisons qu'il est reconnu? Est-ce que c'est toujours pour des bonnes raisons qu'il n'est pas reconnu? Nous savons bien que c'est plus compliqué, puisque précisément, il y a des rapports de pouvoir et pas simplement de savoir. C'est ce qui fait qu'il y a eu des discussions, c'est en particulier John Scott, l'historienne, qui avait porté cette discussion, y compris dans une controverse, dans une petite polémique avec l'historien français Gérard Noiriel, qui, en gros, lui reprochait de faire un peu n'importe quoi, c'est-à-dire de sortir entièrement de sa compétence d'historienne en faisant une sorte de philosophie postmoderne. Et John Scott n'avait pas entièrement apprécié cette critique et avait écrit un article sur la police des frontières exercée par cet historien de l'immigration. Ça n'était pas non plus en toute sympathie mutuelle, mais ça disait quelque chose, c'est-à-dire qu'effectivement, on s'expose toujours dans le monde universitaire si on est en train d'essayer de faire advenir des sujets, des questions, des méthodes, des éléments nouveaux. On s'expose à ce qui ne soit pas légitime et donc à ce qu'on soit disqualifié. Les féministes en ont fait longtemps l'expérience et ça n'est pas toujours fini, mais aussi sur les questions raciales, etc. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je me suis intéressé à ce que disait Derrida autour de 1980, qui proposait une université sans condition. Et lui, ce qu'il disait, c'est, bon, là, enfin, je ne le cite pas exactement comme vous le voyez parce que c'était plus élégant dans ses formulations, mais ce qu'il disait, c'est, on n'est plus à l'époque de Kant. À l'époque de Kant, eh bien, le prince, il pouvait imposer la censure. Aujourd'hui, ça va.
En revanche, dans l'université même, on voit bien qu'il y a des tas de choses qu'on ne peut pas dire, qui ne peuvent pas passer, etc. Après tout, la création en France du Collège international de philosophie était une tentative de réponse au fait que l'université, elle a ses contraintes qui excluent un certain type de savoir ou des manières de faire, ou etc. Et il disait même que certains d'entre nous pourraient avoir une certaine nostalgie pour l'époque de Kant, c'est-à-dire d'une censure bien ouverte. De ce point de vue, l'époque n'est plus à la nostalgie, ou peut-être seulement à la nostalgie pour l'époque de Derrida. C'est-à-dire qu'en réalité, on voit bien que la réalité de la censure, elle existe. C'est-à-dire que c'est pas simplement que nos collègues vont juger que c'est pas de la bonne sociologie, ou que c'est pas assez rigoureux, ou etc. Bon, de manière juste ou injuste, ça peut arriver. Mais il y a quelque chose de plus important, c'est que, en fait, avec la menace qui pèse, eh bien, ça veut dire qu'on peut tout à fait disqualifier, on peut couper les financements, on peut, etc. Les États-Unis en sont l'exemple paroxystique, mais c'est une logique qui est à l'œuvre dans beaucoup de pays. Donc, on ne peut pas entièrement compter sur les disciplines comme principe de liberté, mais c'est un principe d'autonomie. Donc ça ne garantit pas qu'on fait ce qu'on veut à l'intérieur de la discipline, mais ça nous protège des atteintes extérieures jusqu'à un certain point. Qu'est-ce qui nous protège de nos collègues? Eh bien rien, c'est-à-dire que ce sont des batailles internes au monde académique. C'est-à-dire qu'on essaie de montrer que certains domaines sont intéressants, importants, etc. Et c'est entre autres par le travail académique et bien sûr par tout un travail qui n'est pas seulement intellectuel qu'on peut arriver à faire changer, à faire reconnaître certaines choses avec des éléments générationnels, etc., etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la liberté académique, ça ne protège pas de tout. Ça ne garantit aucunement une université sans conditions. En fait, l'université, elle est toujours sous conditions, y compris des conditions internes, et c'est l'envers de la question de l'exigence de ne pas faire n'importe quoi. Il y a un élément en particulier qui joue un rôle très important, en tout cas dans le domaine des sciences sociales, et en particulier en France, c'est une exigence qui est souvent imposée de neutralité axiologique. L'expression est censée remonter à Max Weber, et je ne vais pas le développer ici, mais Max Weber ne dit pas ça. D'abord, il le dit en allemand, et donc c'est Wertfreiheit, mais c'est pas ça que ça veut dire. C'est une traduction française dans le contexte de la guerre froide, ça a été montré par des collègues déjà il y a longtemps. Mais surtout, ce que dit Max Weber, il y a un exemple que moi j'ai toujours adoré, dans un de ses essais sur la théorie de la science, il dit... J'entendais des collègues qui disaient oui, on peut donner un poste en droit à un socialiste, mais quand même pas à un anarchiste. Pourquoi? Parce que l'anarchiste, il ne croit pas au droit. Et que pour enseigner le droit, il faut croire au droit. Et Max Weber disait non. En fait, pourvu qu'il soit compétent, c'est évidemment une exigence légitime, mais pourvu qu'il soit compétent, le fait qu'il n'y croit pas lui donne un levier archimédéen, dit-il, le levier d'Archimède, pour essayer de faire bouger les choses, de se poser d'autres questions, etc. Bon. Donc, vous l'aurez compris, pour moi, Max Weber est un ancêtre des épistémologies féministes. Ancêtre méconnu. Et peu reconnu d'ailleurs comme étant particulièrement féministe. Mais peu importe, ce qui m'intéresse, c'est le fait d'avoir un point de vue, loin de disqualifier scientifiquement, ça donne un levier. À condition, bien sûr, et c'est ça qui a été développé du côté des épistémologies féministes, à condition, eh bien, d'objectiver tout cela. Donc ça n'est pas une subjectivité généralisée, c'est l'objectivation des subjectivités. Mais je ne me lance pas dans cette digression. Donc la neutralité axiologique, en fait, elle est toujours utilisée pour neutraliser, au sens policier, les universités. Et les savoirs universitaires qui déplaisent, etc. Je pense que c'est un des avantages de venir des études de genre, c'est que quand on entend neutre, on se doute déjà qu'il y a un problème. Que c'est quand même une manière de nier les rapports de pouvoir qui sont par exemple inscrits dans les rapports de genre. Donc c'est une bataille sur la vérité qui se déroule en ce moment autour des universités.
Mais bien entendu, ça ne veut pas dire des vérités absolues, d'où les discussions sur le point de vue, d'où les discussions sur Max Weber, etc. Une bataille sur la vérité que pour ma part, je résume par une opposition empruntée au philosophe de Princeton, Harry Frankfurt, qui a écrit un texte au début des années 2000 qui s'appelle « On Bullshit ». Et donc ça donne de la légitimité à mon usage de ce terme, après m'être réclamé d'une sommité philosophique. Alors quel est son argument qui me paraît très utile pour aujourd'hui? Le bullshit, que je traduirais pour ma part par n'importe quoi, le n'importe quoi, ou plus exactement, historiquement, j'ai traduit n'importe quoi par bullshit, ce qui m'a amené à trouver le texte de Harry Frankfurt que je ne connaissais pas. Donc le n'importe quoi, c'est pas la même chose que le mensonge. On parle beaucoup des fake news, c'est-à-dire, au fond, quelque chose qui n'est pas nouveau, qui est des mensonges, de la propagande, un des piliers de la politique, depuis toujours. Mais il y a autre chose, c'est quand on parle de alternative facts, des faits alternatifs, comme l'avait fait Kellyanne Conway, donc une des porte-paroles de Trump, juste après sa première élection, ou plus exactement sa première investiture. Quand elle parle de alternative facts, ça veut dire quoi? Ça veut dire je ne suis plus dans le registre du mensonge et des fake news. On s'en fiche de la vérité. La vérité, c'est ringard. La vérité, c'est les gens du passé. Nous, aujourd'hui, nous serions dans une post-vérité, et une post-vérité qui reposerait sur l'idée que ce que je raconte, je n'ai pas besoin que vous pensiez que c'est vrai. Ce que je peux espérer, c'est que ça va vous divertir, que ça va occuper l'espace, que c'est de ça qu'on va parler. C'est le cas, par exemple, de Donald Trump avec l'accusation sur les chiens et les chats que mangeraient les Haïtiens à Springfield dans l'Ohio. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que ça va être vrai. Ça ne veut pas dire qu'il y ait besoin que les gens croient que c'est vrai, et les journalistes qui vont s'employer légitimement à montrer que c'est faux perdent leur temps, puisque ça voudra dire qu'il y a d'un côté les gens raisonnables qui vont dire c'est n'importe quoi, et les autres qui vont dire joyeusement oui c'est n'importe quoi. Donc la jouissance du n'importe quoi, elle est très importante en ce moment dans le fonctionnement du néofascisme. Donc pourquoi les universités sont-elles autant attaquées? Eh bien parce que nous sommes censés essayer de préserver l'idée qu'on ne doit pas dire n'importe quoi, ou qu'on doit essayer d'éviter le plus souvent possible de dire n'importe quoi. On est dans un monde où actuellement les politiques de la vérité, elles reposent sur un certain nombre d'institutions, par exemple les médias. Mais on voit bien que l'autonomie des médias, elle a été considérablement réduite dans beaucoup de pays. Et des pays qui, jusqu'alors, se targuaient d'être des modèles de démocratie libérale. On pourrait dire la même chose pour l'édition. Entre le pouvoir économique et le pouvoir politique, on voit bien des changements considérables en France comme ailleurs. On pourrait dire aussi que la vérité, ou les vérités, elles sont produites par exemple par le droit. Et qu'est-ce qu'on voit aux États-Unis actuellement? Eh bien, c'est le fait que le pouvoir dit « le droit, c'est moi ». Donc, ça n'est plus la vérité, c'est la vérité du chef. Et on voit bien qu'on sort ici radicalement d'une logique démocratique, c'est-à-dire où il n'y aurait pas, non, évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'il y aurait une vérité absolue. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des formes de vérité qui sont fondées sur des métiers, sur des compétences, sur des enquêtes, sur etc., en sciences sociales, mais aussi dans le journalisme, mais aussi dans l'édition, etc. C'est produire quelque chose qui, en tout cas, aspire plus ou moins à la vérité. Là encore, c'est un idéal. Mais c'est un idéal qui a reculé sur beaucoup de fronts, et l'université reste un monde où ça n'a pas entièrement disparu. Mais le problème pour l'université, et ça explique beaucoup d'attaques contre les universités, c'est pas seulement la question de la vérité, et évidemment c'est effectivement un des problèmes de l'université, c'est qu'il y a des étudiants. Le fait qu'il y ait des étudiants et des étudiantes veut dire qu'il y a une transmission générationnelle, potentiellement. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que nos étudiantes et étudiants pensent comme nous. Mais ça veut dire que les étudiantes et les étudiants, ils sont censés se saisir de ce qu'ils entendent pour en faire des choses qui ne sont pas celles que nous avions anticipées, bien sûr, mais ils en feront peut-être quelque chose, dans le meilleur des cas. En tout cas, ceux qui s'attaquent à l'université aujourd'hui en sont convaincus.
C'est-à-dire que c'est un hommage à l'université que toutes ces attaques anti-universitaires. C'est une manière de reconnaître que, après tout, il y a des endroits où on croit encore à quelque chose comme la vérité, même si on n'est jamais d'accord sur ce que ça veut dire, mais même quand on est dans un discours qui nie la possibilité même de la vérité, dans le monde universitaire, on est censé le faire avec des notes de bas de page, avec des références, avec des arguments cohérents, etc., etc. Pas simplement sur le mode de l'opinion et de l'invective. Donc, le monde universitaire, pourquoi il est attaqué? Précisément pour de bonnes raisons. D'une part, la question de la vérité, d'autre part, la question de la transmission, avec des écarts générationnels que nous constatons sur beaucoup de questions politiques aujourd'hui. Ce sont beaucoup plus les jeunes que les vieux qui se mobilisent. Donc la répression contre le monde universitaire est devenue de plus en plus une répression, non pas contre les profs, mais, enfin, c'est aussi contre les profs, c'est contre les institutions, mais beaucoup contre les étudiantes et les étudiants, parce qu'ils et elles sont davantage mobilisés. Je termine là-dessus, parce que j'ai déjà été un peu long et je vous prie de m'en excuser. Donc, outre cet hommage de l'anti-intellectualisme au travail intellectuel, et outre cette importance par rapport à la jeunesse, ce que je voudrais dire sur l'université, c'est que c'est précisément peut-être l'endroit où se rencontrent la liberté d'expression et les libertés académiques. C'est-à-dire, c'est quoi enseigner? C'est enseigner face à des personnes qui peuvent légitimement revendiquer leur liberté d'expression. Et quelle est la position de la personne qui enseigne? Eh bien, c'est de revendiquer légitimement les libertés académiques. Mais, je l'ai dit, les libertés académiques, ce n'est pas seulement un privilège, c'est aussi une responsabilité. Et une responsabilité d'essayer de dire qu'au fond, il est intéressant, il est désirable d'essayer de n'avoir pas seulement des opinions, mais d'essayer de produire des savoirs, des bribes de vérité. Des bribes de vérité qui vont être assujetties à des règles. C'est-à-dire, on essaie de se donner des méthodes pour penser, avec des informations, en vérifiant des faits, etc. Mais aussi en essayant d'avoir des raisonnements cohérents, etc. Donc, l'enseignement universitaire, aujourd'hui, c'est un lieu de confrontation qui peut être tendu ou pas, entre deux libertés. Liberté d'expression et liberté académique. Ça n'est donc pas un hasard si, à droite, on dit beaucoup aujourd'hui qu'il faut absolument préserver la liberté d'expression, c'est faire comme s'il n'y avait que la liberté d'expression. C'est comme si on effaçait les libertés académiques. En réalité, il est très important de défendre les deux, et de défendre les deux en même temps comme étant deux aspects complémentaires. Il y a une partie des gens, et en tant qu'universitaire, donc lorsqu'on est titulaire, c'est le cas, qui sont payés pour croire aux libertés académiques, mais donc à la responsabilité qu'elles entraînent, d'essayer de ne pas dire n'importe quoi. Et ce qu'on peut espérer faire dans ce métier, c'est rendre désirable auprès d'étudiantes et d'étudiants le fait que c'est bien aussi, y compris politiquement, de ne pas être seulement dans le règne de l'opinion, mais d'essayer de mobiliser des savoirs. Parce que, et c'est là qu'on retrouve la question de la neutralité axiologique, il ne s'agit pas de dire que les profs vont neutraliser les opinions. Leurs propres opinions ne sont pas neutralisées, elles sont objectivées. Et donc, je crois que c'est ce qu'on peut espérer, c'est que face à toutes ces attaques, on continue de défendre l'idée que l'université, son intérêt politique, démocratique aujourd'hui, c'est d'être le lieu où se rencontrent les exigences spécifiques de la liberté d'expression, portée en particulier par les étudiantes et étudiants, et des libertés académiques qui sont le privilège et la responsabilité des profs. Merci beaucoup.